Bienvenue à tous pour cette deuxième émission Les Pépites de l'IIM, l'émission dédiée aux talentueux étudiants de l'IIM Digital School. L'IIM Digital School, c'est l'une des premières écoles en France entièrement dédiée au métier du digital. Elle propose une formation complète et polyvalente autour des 6 axes métiers, le développement web, la création digitale, les jeux vidéo, le marketing et la communication, l'audiovisuel et l'animation 3D. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleurs projets réalisés par les étudiants de première année de bachelor dans chacun des 6 axes métiers de l'école. Pour chaque domaine, un étudiant viendra nous présenter son projet, ses inspirations et ses ambitions. Et pour cette émission, je suis ravie d'être accompagnée de Michael Garimé, le responsable pédagogique qui partagera avec nous son expertise et son regard sur ses réalisations. Allez, c'est parti et on commence avec la première réalisation en audiovisuel. La consigne pour ce rendu était de rédiger un contenu audiovisuel de 2 minutes en usant de mécaniques de storytelling parmi un choix de 4 sujets proposés, tout ceci dans le but de l'adapter en format audiovisuel dans le prochain module, qui est le module de production et de post-production. Alors bonjour Alicia, bienvenue sur le plateau. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Alors tu as travaillé donc sur ce contenu audiovisuel de 2 minutes, tu as dû le rédiger. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce projet? Oui, alors mon projet, il suit l'histoire de Evelyn Blake, c'est une agent secret. Donc sa mission, c'est de déposer une bombe dans le Petit Palais de Paris. Et donc elle va courir pour aller déposer cette bombe. Et chose faite, elle lève les yeux et elle se rend compte que le paysage est magnifique et que les gens passent du bon temps ensemble, ils rigolent, etc. Et donc elle va réaliser l'importance du moment présent. Donc elle va courir aller désamorcer la bombe. Et une fois que c'est fait, elle va à son tour se poser, prendre un petit café. Et lorsqu'elle va soulever sa tasse, elle va voir un petit mot griffonné sur un bout de papier. Et dessus, il y a écrit vous avez passé le test, félicitations. Par ce court-métrage, j'ai voulu inspirer ce que m'inspire le moment présent. Et donc, j'ai envie de véhiculer des bonnes images sur ce lieu. Et j'ai envie d'inspirer aux gens d'y aller à leur tour et de créer leurs propres souvenirs. Alors, la création de ce projet, elle a suivi plusieurs phases. Tout d'abord, j'ai voulu développer un personnage qui avait une identité marquante, capable d'apporter une tension en très peu de temps. Mon personnage, c'est une agent secret entraînée à suivre des ordres, mais quelques rires suffisent à la faire changer d'avis. L'esthétique, elle joue également un rôle très important dans la narration. Par exemple, dans la première partie du court-métrage, ça sera en noir et blanc, à l'exception du rouge à lèvres d'Evelyn, pour souligner le côté froid et mécanique de sa mission. Une fois qu'elle prend conscience de la beauté et de la simplicité du lieu, des personnes qui rient ensemble, etc., la couleur, elle va envahir progressivement l'écran. Il n'y aura pas beaucoup de dialogue afin de permettre aux spectateurs de s'immerger complètement dans le décor. Je veux donner envie aux gens de visiter le Petit Palais à travers un court-métrage, adoptant un style de thriller, avec quelques touches de suspense pour capter l'attention du spectateur et la maintenir pendant 2 minutes. L'ambiance sonore, elle joue également un rôle clé dans mon court-métrage. Par rapport aux musiques à suspense, par exemple, elle plonge immédiatement le spectateur dans l'univers d'Evelyn. A l'inverse, dans la seconde partie, il n'y aura pas de musique, seulement le bruit du vent et des rires, accentuant le contraste avec l'intensité de la mission. Lorsqu'Evelyn se met à courir pour désamorcer la bombe, la musique à suspense reprend. Et enfin, la bande-annonce devient calme et douce lorsqu'elle s'assoit pour admirer le décor. Pour créer cette atmosphère, voici le processus créatif par lequel je suis passée. Donc, je suis passée par un processus de création qui inclut une construction d'un suspense efficace. Et j'ai voulu jouer également sur la force des images et du son. C'est vrai qu'avec un peu plus de temps, j'aurais aimé explorer les conséquences de son choix et ce qui se passe après. Alors moi j'avais une petite question à te poser. Ton pitch il m'a impressionné, il m'a rendu très curieuse aussi. Et je me demandais justement comment t'es venue cette idée de pitch, comment t'es venue cette idée de contenu audiovisuel. Est-ce que tu as eu des inspirations en particulier? Alors au début je voulais faire un film plutôt style espionnage. Donc, qui reprend plutôt par exemple les films James Bond ou bien les Kingsman. Mais après j'ai voulu ajouter sur peut-être une petite touche personnelle. Donc j'ai essayé de m'inspirer plutôt de, par exemple, des extraits du film Barbie qui est sorti l'année dernière. Très bien. Et comme c'est ta première semaine, et chez nous, en fait, à l'IIM, première année, c'est la deuxième semaine côté audiovisuel, comme c'est la première, enfin, c'est un axe qui est tout nouveau.
Donc c'est une initiation à l'écriture. Comment tu l'as ressenti? Est-ce que, comme c'est tout nouveau, c'est bien d'avoir des retours des étudiants. Comment tu l'as senti? Est-ce que c'était bien? L'intervenant aussi? L'animation du cours? J'ai beaucoup aimé cette semaine. C'est vrai que depuis tout le temps, j'ai adoré l'audiovisuel. Du coup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que je pensais pas savoir un jour. Et du coup, c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup Alicia. Et nous, on va passer au prochain projet en coding. La consigne pour ce produit était d'intégrer de nouvelles fonctionnalités JavaScript sur son site web, notamment en mode nuit, un système d'anglais efficace qui est un système qui permet de changer de contenu sans recharger sa page web, et un formulaire d'inscription avec des feedbacks dynamiques. Eh bien, bienvenue Kevin sur le plateau. On est ravis de t'avoir aujourd'hui pour savoir un petit peu plus sur ton projet. Donc, par rapport à la consigne dont Mika a parlé juste avant, il fallait que tu réalises un site web, que tu ajoutes pas mal de fonctionnalités dessus. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, notamment sur la thématique du site web? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que tu as réussi à faire aussi? Alors, pour cette semaine d'intégration en JavaScript, initialement, nous devions développer du coup un site. Le choix de l'objectif du site était libre. Donc, ayant fait de la photo avant d'intégrer l'école, j'ai décidé de promouvoir ce travail à travers un site qui met en avant du coup mes images d'une façon assez esthétique. Le premier défi a été l'agencement des images, c'est-à-dire que je voulais qu'elles aient un ordre spécifique en fonction de un peu ma direction artistique personnelle, donc je ne pouvais pas choisir de les mettre n'importe comment. Ensuite, étant donné que ce sont des photos sur le thème de cyberpunk, il fallait que j'ai une interface qui soit adaptée et assez immersive, propre à cet univers. Donc j'ai choisi du coup les tonalités le noir et le jaune qui sont les couleurs principales de la licence. Au niveau du développement, j'ai pas rencontré de difficultés spécifiques, ça s'est fait relativement facilement étant donné que j'ai pu retranscrire ma passion de cyberpunk dans le code, alors que le code de base ne m'intéressait pas, mais avec cette passion du coup ça a été mon carburant. Et les deux seuls soucis que j'ai eus, c'était au niveau de la création des tables et l'agencement de deux animations pour un seul objet. Et pour pallier à ce problème-là, j'ai trouvé que si je mettais du coup mon objet dans une div et que je mettais une des animations dans la div, ça permettait d'avoir deux animations pour un objet. Et pour la création des tables, ça s'est fait plutôt facilement. Il fallait juste que j'utilise une fonction que nous n'avions pas étudiée en cours parce que c'était un peu poussé, qui est le getAttribute, et qui me permettait du coup de faire appel à différentes fonctions dans le HTML directement, en passant par des idées que je crée pour chaque table. Le processus créatif derrière la création de mon site dédié à la photographie dans Cyberpunk 2077 a commencé par une phase où j'ai recherché un design d'affichage qui me permettait de mettre en avant mes travaux et surtout qui respecte l'univers de CD Projekt, qui est l'éditeur. Le premier défi que j'ai eu concrètement, ça a été l'agencement des images sur le site, c'est-à-dire que je ne pouvais pas les mettre n'importe comment, il fallait qu'il y ait un ordre spécifique à ma direction artistique, entre guillemets. L'importance du coup de la sélection des images, c'était de respecter une hiérarchie visuelle, et ainsi que pour l'esthétique du site. C'est pour ça que j'ai choisi comme couleur principale le noir et le jaune, qui sont les tons principaux de la licence. Pour la phase de développement, je n'ai pas eu de soucis particuliers, si ce n'était l'utilisation des deux animations sur un même objet, et la création des tabs. Pour ce qui était des animations, j'ai résolu le problème en mettant mes images dans des divs séparés et par la suite en attribuant une des deux animations dans ces divs. Et en faisant cela, du coup, ça m'a permis d'avoir deux animations pour un seul objet. Pour ce qui était des tabs, il me fallait juste utiliser des getAttributes dans le JavaScript et d'y ajouter une idée propre à chaque tabs. Donc dans sa globalité, les idées pour la création me sont venues assez facilement étant donné que j'avais un univers avec une esthétique déjà définie et une grande affection pour cette licence. Globalement, les idées pour la création me sont venues assez naturellement, étant donné que j'avais un univers avec une esthétique qui était déjà définie et surtout que j'affectionne grandement cette dernière. Eh bien, merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation de ton projet. Hyper intéressant. Et notamment, moi, je me pose quand même pas mal de questions sur la technique de photographie, parce que tu as dit que tu prenais des photos. Mais attention, pas n'importe quel type de photo. Tu es photographe dans le jeu vidéo, carrément. Donc, dans le jeu, comment est-ce que tu fais pour prendre ces photos-là, alors ? En fait, tout d'abord, ça m'est venu juste en jouant au jeu. J'ai vraiment été pris par la licence et par l'univers. En fait, vraiment, ça m'a captivé. Et ça m'a. En fait, c'est ce qui m'a poussé à rejoindre l'IEM dans un premier temps. Donc voilà, ça a été vraiment un changement drastique. D'accord. Et la photo s'est manifestée par ma volonté de
prolonger la vie du personnage dans le jeu. Donc je vous spoil pas, mais il se passe des choses dans le jeu qui font que voilà. Et en fait, pour ça, je voulais prendre un maximum de photos qui retracent le parcours du personnage. Donc ça a commencé par juste des screens, des captures d'écran très basiques. J'ai commencé à installer des modes pour des projecteurs, des modes pour rajouter des objets en jeu, pour ajouter de la composition à l'image. Et suite à ça, en fait, ça m'a poussé à me renseigner énormément sur la photographie, donc c'est-à-dire l'agencement des lumières, quel ton on veut donner, comment éclairer un visage pour donner un message spécifique. Et donc ça m'a emmené dans un terrier de lapin que je ne soupçonnais pas de vouloir rentrer dedans. Et donc ensuite, j'ai enchaîné sur les photos, la 3D, le modding et l'IM. Top, vraiment, c'est Pas bien résumé. bien résumé. C'est passionnant. Et d'ailleurs, en rebondissant un petit peu sur tout ça, donc je sais que tu veux entrer en animation 3D. Donc, vu les cours que tu as pu avoir par le passé, donc tu as fait ce choix-là. Mais par contre, c'est sur ce site qu'on te voit. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu passais vraiment plus de temps en fait sur ton site parce que la 3D, c'est peut-être plus là où tu amènes plus de temps. Donc, explique un peu pourquoi avoir mis plus de temps sur ce site en JavaScript. Vraiment, comme je l'avais expliqué, c'est vraiment mon amour pour Cyberpunk qui est le carburant principal pour développer mon site. Comme je savais que j'allais pouvoir l'utiliser après ultérieurement pour présenter mon travail à un public un peu plus large, c'était important pour moi de faire quelque chose d'abouti, même si j'ai encore quelques modifications à faire. Et je savais aussi que je devais passer par là pour pouvoir rentrer dans l'axe que je souhaitais. Donc c'est pour ça que j'ai donné tout ce que je pouvais pour réaliser un site abouti et propre à mon usage. Eh bien, merci beaucoup, Kevin, pour ton intervention. C'était vraiment hyper passionnant d'en apprendre plus sur ton projet. Et nous, on va passer justement au prochain projet en jeu vidéo cette fois-ci. La consigne pour ce rendu était de concevoir les visuels de son jeu vidéo, c'est-à-dire la partie visuelle de tout son jeu. Pour cela, les étudiants ont dû produire les décors composés en arrière-plan, des éléments modulaires, savoir construire les plateformes, un personnage avec 3 animations, celle d'attente, le fait de courir et le fait de sauter. Et tout ça en pixel art. Et on aura l'honneur d'avoir Élise pour pouvoir parler de tout ça. Alors bonjour, bienvenue Élise sur le plateau, on est ravis de t'accueillir. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de ton game art, donc de toute la partie graphique de ton jeu vidéo que tu as fait donc durant le 2e module. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelles ont été tes inspirations, qu'est-ce que tu as voulu faire justement pour ce jeu vidéo? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc pour ce jeu qui s'appelle When I Said Goodbye, j'ai décidé de créer l'histoire d'un grand-père qui est plongé dans un monde spirituel mystérieux. Au début, il ne sait pas où il est, mais à force d'avancer, il va découvrir qu'il est en fait plongé dans son propre monde intérieur et qu'il va devoir retracer les moments clés de sa vie pour affronter son passé et aller de l'avant pour, à la fin du jeu, trouver la paix. Du coup, j'ai décidé de créer un univers assez apaisant et rêveur. Du coup, j'ai utilisé des couleurs pastel et des éléments de décor assez naturels comme des nuages ou des arbres. Et j'ai vraiment voulu que le visuel soit un point fort de mon jeu, pour que ça renforce le côté narration et les émotions, et en créant en même temps un côté poétique. Donc au début, j'ai eu un peu de mal à commencer mes assets. Je savais déjà quelle ambiance je voulais transmettre, mais j'avais un peu de mal à le mettre en image. J'avais déjà fait plusieurs croquis à l'avance, mais à chaque fois, ça ne rendait pas très bien. Alors j'ai décidé de faire une pause et j'ai cherché des inspirations en ligne. Puis j'ai finalement trouvé des formes de plateformes intéressantes. À force d'essayer de combiner plusieurs idées, j'ai enfin réussi à obtenir un résultat satisfaisant. Pour le background, au début, j'avais pensé à faire une lune au centre avec des nuages, mais j'ai trouvé ça trop basique et déjà vu. Du coup, j'ai décidé de diviser mon décor en 2 parties miroirs. La partie haute avec un arbre feuillu aux teintes bleutées, qui représente le monde spirituel, et la partie basse, où l'arbre est presque mort, qui symbolise la réalité. Ces 2 parties de mon background permettent de souligner l'état que notre héros est entre la vie et la mort. Et ça met aussi en évidence mon élément principal, qui est l'arbre, car il représente mon personnage et ses feuilles, les souvenirs qu'il doit récupérer. Après avoir fait mes éléments de décor, je suis passée à la création de mon personnage. J'ai voulu lui donner une apparence attachante et sympathique avec des lunettes rondes et sa petite moustache, tout en gardant un design assez simple. De manière générale, j'ai voulu que son apparence reste facile à identifier, tout en mettant en avant son caractère d'âme,
Par exemple, ces petites flammes bleues au-dessus de sa tête et les effets à l'intérieur de son corps qui permettent de souligner son côté spirituel et immatériel. J'ai rencontré quelques difficultés pour animer les flammes sur sa tête. Je ne savais pas exactement comment les faire bouger. Alors j'ai réfléchi à leur réaction avec le vent provoqué en fonction des mouvements de mon personnage et j'ai réussi à faire quelque chose d'assez cohérent. Et enfin, pour les ennemis, j'ai voulu représenter les regrets du passé. Je les ai imaginés comme des ombres noires sans forme particulière, avec des petites chaînes à leurs bras et à leurs pieds, pour symboliser que les regrets peuvent nous bloquer et nous empêcher d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Élise, pour ton pitch. Moi, j'avais une petite question. Les thèmes que tu abordes, ils peuvent être un petit peu difficiles à appréhender. Et je voulais savoir quelles avaient été tes inspirations pour la partie graphique, parce que comme tu l'as souligné, tu as voulu plutôt utiliser des assets qui étaient plutôt joyeux, avec de la couleur. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi justement de faire l'inverse, puisque le thème, la thématique que tu abordes, et notamment ton personnage principal, c'est un personnage qui se rapproche plutôt de la mort, de ce genre de thématiques qui peuvent avoir tendance à être plutôt dark. Donc pourquoi est-ce qu'on était plutôt parti sur des assets plus lumineux? Alors j'ai fait exprès de choisir des couleurs assez colorées et enfantines. Justement, je voulais éviter le côté trop morbide sur la mort et la tristesse. Je voulais plutôt voir ça comme un peu de la poésie. Je voulais retranscrire la vie de mon personnage comme une poésie qu'on allait découvrir. Donc vraiment un côté attachant au jeu et joli. Ok, très bien. Très bien, merci. Et puis, moi, je sais très bien que tu veux rentrer en game prog, qui est une option dans l'axe jeu vidéo qui est beaucoup plus technique que sur l'aspect artistique. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller vraiment à fond sur la partie game art de ton jeu? Est-ce que c'est parce que vraiment tu voulais pas te contenter que de l'aspect technique, parce que c'est là où tu es le plus à l'aise? Parce qu'on a des consignes très claires au projet d'Axe qui est si vous êtes vraiment très technique, vous êtes dans l'aspect technique et moins sur l'aspect visuel. Et pour ceux et celles qui veulent entrer en game art, ils vont d'abord se pousser sur l'aspect visuel et moins sur la technique. Donc qu'est-ce qui a poussé le choix de rentrer plus dans ce détail-là? Du coup, j'ai décidé de mettre l'accent sur mon visuel, surtout parce que au-delà de la technique qui est demandée en game prog, j'aimerais rendre un beau projet. C'est pas seulement un projet que je considère comme un projet d'Axe, mais aussi un projet que je souhaite continuer par la suite. Et donc je voulais vraiment rendre un joli projet et comme je l'ai dit, lui rendre un côté poétique. Et du coup, je voulais vraiment donner mon aspect visuel à mon jeu. Et c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, pour ton intervention et de nous avoir partagé un petit peu tout le processus créatif pour ton jeu. Nous, on va passer au prochain projet qui sera un projet de communication, marketing, communication digitale. La consigne pour ce rendu était de créer une campagne de prévention pour une association internationale française qui décide de faire une campagne sur le territoire français. À cet effet, il fallait présenter cette association et la cause qu'elle défend, présenter l'historique de communication de l'association, puis présenter sa propre campagne au travers de 2 productions visuelles. Et je laisse la parole à notre étudiant qui va nous faire cette présentation. Alors bonjour, bienvenue Joachim, bienvenue sur le plateau, on est ravis de t'accueillir avec Mickaël. Toi et ton groupe, vous avez travaillé en cours de communication sur le fait de travailler à créer une stratégie de communication pour une association française ou internationale, et en l'occurrence vous avez choisi WWF. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Pourquoi déjà vous avez choisi cette association-là et qu'est-ce qu'il vous a été demandé de faire? Donc on a choisi la WWF, premièrement parce que c'est quelque chose qui touche aux animaux et à la nature, qui est donc un sujet d'actualité, parce qu'on s'intéresse tous à ce sujet, mais on ne dit pas forcément, on ne sait pas tous comment aborder la question de comment protéger la nature, les animaux, et donc il y a des organismes comme le WWF qui s'occupent de ça un peu à notre place, et donc en mettant de la lumière dessus, ça permet donc d'aider la cause, sans avoir à forcément devoir se poser trop de questions. On peut juste repartager le message, ou on peut donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, jusqu'à plusieurs centaines d'euros si on peut, mais on peut toujours aider, même avec des petits moyens, une cause noble. D'accord. Et qu'est-ce qui vous avait été demandé de faire alors pour cet exercice? Et donc pour cet exercice, on devait faire une campagne publicitaire, donc étudier les autres associations et organismes concurrents. Donc on a des choses comme la SPA qui sont assez similaires.
Et donc, on a étudié pour voir les différences entre les deux. Et donc après, on a fait toute notre campagne là-dessus. On a dû créer des visuels pour rendre un peu plus vivant ce qu'on devait dire. Et en soi, c'est à peu près tout ce qu'on devait faire. C'est juste qu'on a dû le perfectionner pour en faire un message le plus clair possible et le plus chaleureux, on va dire. Super bien, très bien. Donc on a essayé d'analyser les principales menaces environnementales comme la déforestation et le réchauffement climatique pour mieux comprendre la WWF et ses enjeux. Donc nous avons conçu une campagne visuelle réalisée par un de mes camarades. Sur cette campagne visuelle, on a essayé de mettre donc des messages clairs et impactants avec des chiffres pour que le spectateur puisse comprendre vraiment l'enjeu avec des chiffres nets et clairs. Donc le défi principal, c'était d'équilibrer entre la sensibilisation et donc l'engagement sans trop être alarmiste. Parce que si on est trop alarmiste, ça va justement repousser le spectateur. Parce que si justement on essaye de les mettre en position de c'est eux la menace, ils vont forcément moins s'intéresser au sujet. Et nous, c'était pas notre but. Nous, justement, c'était de propager donc une aide pour que le message passe plus facilement. Et que l'organisme du WWF ait plus de visibilité et plus de moyens aussi financiers par des dons. On a donc divisé le travail en plusieurs parties. Donc chacun avait sa partie à faire. Donc comme la conception graphique, la rédaction des messages ou la recherche des informations. Donc chaque membre devait faire une tâche, comme ça c'était plus simple et ça nous prenait moins de temps parce que si un seul des membres faisait tout et que donc on avait juste à comparer après, ça aurait été une catastrophe, ça aurait pris trop de temps et voilà, donc ça aurait été un mélange incompréhensible. Et donc nous on voulait quelque chose de clair et de précis dans nos informations, donc chacun s'est spécialisé. Une fois donc le travail a été fini, on a juste peaufiné les derniers détails, donc être sûr que toutes nos données étaient vraies. Et on a bien sûr révisé notre oral pour être plus à l'aise et faire mieux comprendre notre message, parce que si on est clair à l'oral, ça intéresse plus facilement les gens. Donc en conclusion, je dirais que ce projet nous a permis de mieux comprendre comment une campagne de sensibilisation peut être construite et diffusée pour maximiser son impact. Et donc comme le WWF est un acteur clé dans la protection de l'environnement, à travers notre travail, on a essayé de retransmettre toutes leurs valeurs pour renforcer l'engagement envers cet organisme et donc inciter le monde à agir pour la protection de la planète. Eh bien, Joachim, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question. La question serait plus par rapport à l'association WWF. Il m'a semblé que vous avez plusieurs choix en fait dès le début de la semaine de cours. Pourquoi cette association-là parmi tant d'autres? Parce que tu pouvais faire le choix, vous pouvez faire le choix en fait parmi d'autres associations. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Déjà, donc on est parti sur un principe on voulait une association qui s'occupe donc de l'animal et de la nature, comme je l'avais déjà dit. Et donc on a choisi la WWF parce que c'est une association qu'on connaît un peu tous donc dans notre groupe. Donc et elle avait déjà donc des publications, donc elle avait déjà un peu des campagnes de publicité. Et on s'est dit que justement on pourrait perfectionner cette campagne-là. Et donc c'était un travail qui nous intéressait, donc de perfectionner plus que de devoir créer de zéro, ça peut être compliqué. Nous on s'est dit que le perfectionnement c'est toujours mieux parce que un travail qui est bien fait c'est bien, mais on peut l'améliorer et le rendre meilleur. On se disait que justement ça serait une meilleure option parce que partir de rien, on aurait pu faire un travail moyen, et là en partant de quelque chose qui est déjà bien, on n'avait que l'excellence qu'on pouvait faire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi une association qui avait déjà un peu une implication dans la communication. D'accord, très bien. Et j'avais une autre question, la dernière peut-être. Tu veux rentrer dans l'axe marketing et communication digitale. Ouais. Et est-ce que cet exercice-là, donc par rapport à cette semaine-là, t'a donné encore plus envie de rentrer dans cet axe? Est-ce qu'il y a d'autres on dirait, éléments qui t'a fait changer d'avis ou pas par rapport à l'axe marketing et communication digitale? Au départ, je voulais aller en game design. Mais au final, le marketing, ça m'a beaucoup plu. C'était déjà un choix que j'avais déjà en deuxième option un peu dans la tête. Mais donc les cours m'ont beaucoup plu. Et donc ça m'a conforté dans l'idée que en fait, je préférais le marketing. Donc comme quoi, à l'IEM, en fait, on peut commencer en partant d'un point qu'on veut aller et aller à quelque part totalement opposé en soi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation entre les deux. Et moi, c'est ça que j'aimais bien, parce que je voulais partir sur quelque chose et je me suis dit qu'il y avait un défi à relever. Et donc je suis parti sur ce défi plutôt que sur
quelque chose qui me paraissait plus simple. D'accord. Ok. Mais très bien. Mais merci pour tes réponses. Hein. Merci beaucoup. Tu pas fais bien de- de le souligner. C'est le cas de beaucoup de nos étudiants qui arrivent à l'école à l'IEM avec une idée dans la tête, une idée d'axe et qui au final change complètement d'avis. On a beaucoup d'étudiants pour qui c'est arrivé. Je suis ravie en tout cas de ce que tu me racontes pour... si je me souviens bien, je t'ai eu en cours, donc je suis ravie d'apprendre qu'effectivement c'est ce cours-là qui t'a fait un petit peu... qui t'a décidé dans ton choix d'orientation pour le marketing communication digitale. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Et nous, on va passer au prochain projet qui sera le projet de création et design. La consigne pour ce rendu était de créer une identité visuelle à l'aide des notions vues en cours sur la composition et de créer plusieurs supports visuels. Il fallait notamment travailler sur un logo, une charte graphique avec un moodboard, des mock-ups, mais également un support intégrant des photos prises lors d'un shooting photo spécialement organisé pour l'occasion. Bonjour Gaspard, Bonjour. bienvenue. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir sur le plateau pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur ton projet qui s'appelle Ode. Donc tu as dû créer une identité visuelle sur cette thématique-là. Et moi j'aimerais bien savoir, on se pose la question, pourquoi est-ce que tu as choisi donc ces éléments graphiques-là? Pourquoi est-ce que tu es parti là-dessus? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors donc mon projet c'était de créer pendant une semaine un logo et une marque pour une identité visuelle. Donc le concept c'était que je devais m'imaginer en tant que célébrité, donc en tant que personne célèbre, et me créer ma propre marque avec ma propre identité graphique. Alors comme j'aime bien la littérature, j'ai décidé de m'imaginer en tant que poète, donc de faire comme si j'étais un écrivain de poésie reconnu. J'ai créé une identité graphique autour de la poésie pour représenter ça. Alors le challenge pour moi ça a été de créer quelque chose qui fasse moderne, donc en utilisant des couleurs et des formes simples pour rester dans toutes les tendances du design actuel, qui sont plutôt portées sur le minimalisme et la simplicité, mais en apportant quand même une touche un peu vintage pour faire référence à la poésie ancienne et au style graphique qui était utilisé à l'époque. C'est un projet qui me tient à cœur parce que la littérature c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve qu'elle est un peu délaissée de nos jours. Je trouve que l'image a pris une place très importante. Et donc ça m'a fait plaisir dans ce projet d'essayer de la moderniser un peu et de la remettre au goût du jour dans ce projet d'identité graphique. Alors le processus de création, il a d'abord commencé par le logo sur Illustrator. Donc j'ai regardé les différentes marques en rapport avec la littérature et j'ai vu que ce qui ressortait très souvent en fait c'était soit des livres, soit des plumes pour écrire. Et donc j'ai cherché à faire quelque chose qui soit un peu différent. Et je me suis dit que je pourrais essayer de jouer sur un côté un peu plus métaphorique. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire un avion en papier qui pourrait à la fois représenter les livres, donc avec le papier, mais surtout l'aspect voyage, liberté de la pensée qu'il y a dans la poésie avec l'avion justement. En plus c'est une forme qui est très simple et qui m'a tout de suite parlé. Je me suis dit directement que ça ferait forcément un bon logo. Ensuite j'ai eu l'idée de faire la traînée de l'avion et je voulais absolument qu'elle écrive la première lettre du nom de la marque. Après plusieurs tests, je suis arrivé à la conclusion que visuellement un O c'était la lettre qui fonctionnait le mieux. Et donc là tout de suite je me suis dit le mot ode en référence à la poésie c'est le mot idéal pour le nom de la marque. Ensuite c'est venu le moment de réfléchir aux couleurs et donc j'ai choisi différentes teintes de beige pour l'avion. Le but c'était de lui donner une couleur un peu parcheminée, un peu comme les vieux recueils de poèmes. J'ai ajouté une touche de vert pâle dans le nom pour le côté végétal et parce que j'utilise des plantes comme des éléments décoratifs dans ma charte graphique. Dans le logo, j'ai utilisé des espaces négatifs pour le rendre plus intéressant visuellement. J'ai également fait ça parce que je voulais qu'il puisse être utilisé en monochrome, donc tout en noir. Et les espaces négatifs, ça permet de faire ressortir les formes et les volumes même sans avoir de couleur. Et ensuite, j'ai fait la charte graphique sur InDesign, qui explique donc toutes les règles visuelles qu'il y a à respecter. Donc les éléments de texte ils sont écrits sur des zones de la même couleur que l'avion. L'idée, c'était de faire un peu comme si les éléments étaient placardés sur du papier. Et enfin, j'ai terminé par réaliser des mock-ups sur Photoshop pour m'assurer que l'identité graphique fonctionnait bien. Ok, super. Merci beaucoup Gaspard pour ton retour. Moi j'avais une petite question tout au début de ton pitch. Tu nous as dit que tu aimais beaucoup la littérature et notamment les poèmes entre autres. C'est assez rare, c'est quelque chose qui se perd, tu l'as toi-même dit. J'aimerais savoir comment t'es venu cet amour de la littérature. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu continues de cultiver? C'est quelque chose qui a commencé quand j'étais vraiment tout petit, donc au CP, j'ai commencé à lire assez tôt. Et c'est quelque chose que j'ai jamais abandonné, j'ai continué de lire tout le temps et j'ai même fait des études littéraires, j'ai fait un bac L.
Je suis parti en droit après, donc pareil, toujours dans la littérature. Et j'ai même failli partir dans l'édition avant de me réorienter à l'IEM. Et donc c'est pour ça que j'ai encore cette part un peu littéraire en moi et que j'ai voulu remettre dans mon identité graphique. Ok, Très super. bien. Et bien moi j'ai 2 questions. Je vais me permettre. La première c'est, je l'ai dit en introduction, mais en fin de semaine, le vendredi notamment, il y a une phase de shooting qui va vous permettre effectivement de vous mettre en valeur. Et il y a d'abord une phase de shooting classique soit en fond vert ou soit en fond blanc comme vous le souhaitez, avec un téléphone portable, et en tout cas le vôtre, et la retoucher après pour que ça puisse être dans la thématique de votre projet d'axe. Quelles sont les inspirations que tu as pu avoir pour pouvoir réaliser en fait ta retouche? Je suis allé voir du coup ce qui se faisait, donc toutes les références un peu de poésie ou plutôt les shootings qu'on faisait à l'époque. Et donc je me suis mis dans une position assise avec un bureau devant moi pour le côté écriture. Et j'ai pris donc une photo qui me montre un peu en train de réfléchir pour montrer le côté pensée et tout ça. Et et ensuite j'ai détouré cette photo, je l'ai mise sur Photoshop et j'ai construit mon affiche avec l'identité graphique que j'avais faite. Très bien, intéressant, merci. Et j'ai une dernière question, c'est, je sais, et comme pour tous les autres étudiants qu'on a pu voir tout à l'heure, que tu souhaites rentrer en animation 3D, ton premier choix. Oui. Et c'est pourtant, en fait, sur un projet création design qu'on te voit aujourd'hui. Et pourquoi ce projet-là t'a pris, on va dire, plus de temps, plus de travail, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est dans ta thématique, alors que la 3D, c'est quelque chose vraiment qui te passionne peut-être plus que la littérature. Il y a eu un changement quelque part, donc est-ce que tu peux en parler? Donc je pense qu'en fait les deux sont assez liés. Donc dans les deux axes, on va essayer de créer une belle image. Et donc en créa design, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est toute la partie couleur et tout, c'est quelque chose que je faisais déjà un peu en 3D. Et donc c'était surtout le travail, il s'est fait surtout sur la bonne idée, je pense. Et voilà. Et puis aussi, je regarde pas mal de vidéos sur la création graphique, tout ça. Même si je veux pas en faire mon métier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait ça. Très bien. Merci beaucoup Gaspard pour Super. ces réponses. Merci beaucoup Gaspard de nous avoir poussé un petit peu tout ça, et nous on va se retrouver pour le prochain projet en 3D cette fois-ci. La consigne pour ce rendu était de comprendre et d'appliquer le principe de dépliage d'UV, c'est-à-dire d'appliquer les textures sur son personnage, et ensuite de réaliser un rendu avec un éclairage qui montre tout le travail réalisé sous la forme de vidéo où le personnage tourne sur lui-même. Bonjour, bienvenue Timothée sur le plateau. On est ravis de t'avoir pour parler un petit peu de ta scène de 3D, ou de tes scènes de 3D, puisqu'il y a eu 3 rendus. Donc cette semaine, tu devais texturer et rendre donc 2 scènes, une de médiévale et une d'architecture, et également un personnage. Donc je rappelle que le texturing, c'est d'appliquer des textures sur son personnage ou sur une scène. Donc tu avais ces 3 rendus à faire durant cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que tu avais souhaité faire? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Eh bien, merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis évidemment très heureux d'être là. Et donc, effectivement, j'avais 3 choses à faire. La première, c'est d'améliorer une scène de médiéval que j'ai modélisée la première semaine de 3D. La deuxième chose, c'est la modélisation d'un personnage, le personnage de Lumière de La Belle et la Bête, mais aussi de faire une petite tournette qui tourne sur lui-même. Et la dernière chose, c'est toujours dans la texture, texturer une scène architecturale. Donc là, c'est pas moi qui la modélise, hein, j'applique juste l'apparence que vont avoir chaque objet. Donc effectivement, j'ai fait ces 3-là, j'en suis très heureux. Et pour moi, c'était très important d'améliorer ma scène médiévale. Quand on voit l'avant-après entre les 2 semaines, c'est vraiment flagrant, il y a énormément d'améliorations. Pour les personnages de Lumière, c'est celui où j'ai eu le moins de choses à faire puisque j'avais déjà un peu appliqué une texture. Donc au final, j'ai découvert comment faire un rendu smooth avec la caméra. Et pour la scène architecturale, c'est celle où j'ai mis le plus d'efforts dans les reflets, dans les lumières, tout ça, j'en parlerai un peu plus après. Mais effectivement, j'ai mis beaucoup d'efforts dessus. Je voulais vraiment que le rendu soit le plus réaliste possible et c'était important pour moi de montrer que je pouvais aller au-delà de ce qui était demandé dans le cours. Concernant ma scène médiévale, le mot d'ordre, c'est l'ajout. J'ai rajouté énormément d'objets, notamment des armes, des meubles, des livres et des éléments plus inhabituels comme le personnage Lumière et le trophée d'invocateur de League of Legends que j'ai modélisé avant. J'ai aussi instauré une ambiance, avec notamment des jeux de lumière qui donnent une ambiance différente pour chacune des pièces.
À gauche, on a un aspect plus chaleureux correspondant parfaitement avec le bureau, et à droite, une lumière beaucoup plus rouge qui va bien avec un atelier. Concernant les difficultés que j'ai eues sur cette scène, déjà j'aimerais que tout le monde ici sache qu'appliquer une même texture de bois sur plusieurs faces de différentes orientations quand on est un débutant, c'est vraiment pénible. J'ai été obligé de changer l'orientation de la texture sur chaque face de chaque objet, mais je pense m'en être pas trop mal tiré. Et concernant le texturing de ma scène d'architecture, j'ai cherché un moyen de rendre ma scène la plus réaliste possible en gardant en tête que c'était mon deuxième cours sur Blender. Pour ça, j'ai trouvé une méthode infaillible. Mettre du verre et des reflets partout. On en voit au plafond, sur la véranda, sur la surface de la table, sur les verres, sur le cendrier, le fond du plateau, le miroir et même le pot de la bougie. Ça donne un aspect très travaillé et surtout très réaliste. Et aussi j'ai mis du blanc et du noir pour garder un look moderne. J'ai beaucoup joué sur les lumières, notamment sur la flamme de la bougie qui diffuse sa lumière autour d'elle. Et pour finir, j'ai mis encore 3000 textures de bois dans cette scène. En bref, j'ai amélioré une scène médiévale avec des textures en y ajoutant des objets et en y instaurant une ambiance. Et j'ai réalisé les textures de l'intérieur d'une maison en me concentrant sur les reflets, le verre et la lumière. Le tout pour un cours qui m'apprenait comment appliquer des textures sur Blender. Ok, super, merci beaucoup Timothée. On a quelques questions, je vais commencer par la mienne. Alors moi, je suis assez curieuse, j'aimerais savoir ce que tu as préféré dans ce cours-là. Est-ce que c'était plutôt texturer lumière, donc le personnage de la Belle et la Bête? Est-ce que c'était plutôt texturer la scène médiévale ou au contraire la scène architecturale? Qu'est-ce que tu as préféré dans ces trois rangs? Alors c'était pas lumière déjà, parce que j'avais pas beaucoup de boulot à faire, mais j'ai appris comment le mouvement de la caméra, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, ah c'est comme ça qu'on fait. Je savais pas du tout. Et pour la scène Heroic Fantasy, j'ai beaucoup aimé la scène médiévale, j'ai beaucoup aimé l'améliorer, texturer peut-être un peu moins. Si on prend uniquement pour l'exercice de texturing, c'était vraiment clairement la scène architecturale, parce que là, il n'y avait vraiment pas de question de modélisation, c'était vraiment appliquer une texture, j'ai pu y aller à fond et vraiment m'appliquer là-dessus. Pour l'exercice, c'était vraiment clairement la scène architecturale. D'accord, ok, Ouais, très clair. T'avais une question? J'avais une question, la dernière. En fait, historiquement, dans l'axe 3D, on était sur 3ds Max il y a encore 3 ans. Je sais que historiquement, parce que Garance et moi on était en première année aussi, donc nous sommes passés par cette génération là où en fait on avait même un forum qui s'appelle Bulon où en fait on mettait nos modélisations qui étaient un peu ratées et il y avait cette problématique d'accessibilité sur ce logiciel qui était un peu compliqué. Et depuis 2 ans maintenant on est passé sur Blender et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui souhaitent rentrer dans cet axe. On est passé de une vingtaine d'étudiants à maintenant une quarantaine d'année en année et c'est très bien, c'est vraiment une belle évolution. Et toi, tu souhaites rentrer en animation 3D, mais c'est peut-être pas l'axe que tu souhaitais faire de base. Qu'est-ce que tu voulais faire de base et qu'est-ce qui a déclenché en fait ce basculement entre ce que tu choisissais au début et maintenant? Alors premièrement, moi ce qui m'intéressait vraiment dans l'IM, c'était qu'on commençait par un tronc commun très général. Comme j'étais pas sûr de ce que je voulais faire, justement, c'est ce que je cherchais. Donc, au tout début, je me suis dit, ah, je veux faire du jeu vidéo parce que j'ai déjà fait des game jams, donc des compétitions de création de jeux vidéo. J'ai déjà fait ça, donc peut-être que ça peut m'intéresser à l'IM. Donc, je suis venu à l'IM et je me suis dit, quand même, la 3D, franchement, c'est pas mal. Tu as découvert ça? J'ai totalement découvert ça à l'IM. Donc, la toute première semaine, j'ai ouvert Blender pour la première fois, ça m'a donc beaucoup plu. Et donc oui, je veux rejoindre l'axe 3D maintenant, jeux vidéo, ouais, mais de la 3D. D'accord, d'accord, La 3D c'est quand même mieux. Ton cœur balance. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Très bien, mais merci pour tes réponses du coup Timothée. Ouais, merci. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission consacrée au projet des étudiants de première année de Bachelor. Si ces projets vous ont autant impressionné que nous, ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, rendez-vous vite sur notre site web iim.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram et X. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour la prochaine émission.